Bienvenue dans le son de vie. Mon invité d'aujourd'hui est Jean-François Pré, que nous accueillons dans les studios de Radio Axe. Bonjour Jean-François. Bonjour Philippe. Ravi de vous accueillir, d'abord parce que vous avez accompagné une bonne partie de notre vie à la télévision, et puis maintenant en tant qu'écrivain. Mais on va commencer par une petite surprise que j'ai décidé de vous faire. J'espère qu'elle va fonctionner parce que on s'était donné un horaire, comme on est en direct, j'espère que ça va le faire. Et donc on va appeler tout de suite quelqu'un qui vous aime beaucoup et que nous on aime beaucoup aussi. J'espère que ça va répondre. Alors ça sonne. Suspense. Suspense. Suspense, suspense. Ça sonne dans le casque, chers amis, comme vous pouvez l'entendre. J'ai la photo de notre invité sur mon téléphone, mais c'est tout ce qui se passe. J'espère qu'il n'est pas reparti plongé dans les vagues. Peut-être qu'on pourra réessayer un peu plus tard. On va réessayer dans 5 minutes. Hein ? Voilà, allez, on va pas laisser sonner comme ça indéfiniment. On va commencer tout de suite avec notre invité et on rappellera dans 5 minutes, à moins que lui-même, ayant vu mon appel, puisse nous rappeler. On verra ça. C'est appel à un ami. Appel à un ami, ouais, mais... demander au public. Maintenant, faire le public. Mais le public, aujourd'hui, il n'est pas très, très nombreux. On n'a pas encore fait l'émission en direct avec du public. Ce serait super sympa, d'ailleurs. Il faudrait qu'on essaye de faire ça. Alors, Jean-François, bonjour. Vous êtes né en 1951. On peut se dire notre âge, hein. On est entre amis. J'en ai pas honte. Et puis, vous avez des année 51, ça évoque le pastis, ça évoque la double victoire de Tantième dans le Prix de l'Arc de Triomphe, donc c'est une belle année. Exactement, et on est déjà dans le monde des chevaux. Oui, on ne l'a jamais quitté, enfin moi je ne l'ai jamais quitté. Voilà. Mais ça vous est venu très tôt d'ailleurs, ce milieu du cheval, puisque... J'ai cru comprendre que c'était une passion que vous aviez découverte vers l'âge de quoi, l'adolescence ou déjà plus tôt ? À 14 ans pour être très précis. Ah, carrément. Alors vous êtes un sportif, Philippe, donc vous allez comprendre que moi je ne pratiquais aucun sport quand j'avais cet âge-là. J'étais un peu bouboule. Mes parents, enfin ma mère qui m'adorait était désespérée. J'étais l'enfant unique, le petit chéri de ma mère et de ma grand-mère. Et puis mon père, qui était un grand sportif, il le prenait assez mal aussi de voir que son fils était incapable de taper dans un ballon, par exemple. Donc mes parents ont tout essayé. Et puis un jour, on passait devant un centre hippique, un centre équestre. Et puis ma mère, en désespoir de cause, s'est dit, tiens, ça on n'a jamais essayé. Elle m'a demandé, ça te plairait ça ? Bon, moi j'ai dit, ouais, peut-être, faut voir. Mais vous étiez où pour passer devant un centre équestre à cette époque-là ? Je peux vous donner l'adresse exacte. C'était un centre équestre qui s'appelait Les Bergeries. Et c'était dans l'Essonne, vers Montgeron, Dravet, enfin dans ces coins-là. Je ne sais plus sur quelle commune il était exactement, mais je me rappelle très bien du nom de ce centre équestre. D'accord. Et c'est là, quand on m'a mis les fesses sur un cheval, que j'ai eu la révélation. Un petit peu comme Bernadette de Soubirous. Ouais, c'était peut-être pas les mêmes fesses. C'est très bien, ça commence fort. Ouais, ça commence fort, je suis désolé. Bon, et donc après, ça vous a amené à faire des interventions à la télé, mais ça a commencé comment alors ça ? Parce que vous avez d'abord fait des études, je crois. Alors oui, j'ai fait quand j'ai eu le virus, quand j'ai eu la passion du cheval, je l'ai identifié très vite parce que après je ne faisais plus que ça. Hein. Donc la deuxième étape, ça a été la découverte des courses, parce que là c'était découverte du cheval, l'animal, voilà, qui allait devenir un ami et qui allait m'accompagner toute ma vie. Et ensuite, découverte des courses. Alors, comment s'est faite la découverte des courses ? Bon, mon père était un petit joueur de tiercé, mais comme les gens, à l'époque, tout le monde faisait son petit tiercé le dimanche matin. Ça faisait partie du rituel avec le petit café noir, le croissant, etc. Donc, mon père, c'était pas un vrai turfiste. Il faisait ça comme ça, il s'intéressait un peu. Mais il avait un copain qui, lui, était un turfiste passionné. Il se trouve que ce copain de mon père était aussi mon prof de maths. Il se trouve que moi, j'étais nul en maths. Donc le prof de maths, il s'est dit, je vais essayer de lui redresser un petit peu le niveau en maths. Il y est arrivé. J'ai tutoyé la moyenne. J'avais 10, 11. J'étais très content parce que j'étais vraiment nul, très mauvais. Et je détestais ça. Et puis, il s'est dit, peut-être que s'il est mauvais en maths, peut-être qu'on pourra en faire un bon turfiste. Ah oui. Et donc, lorsque je suis allé pour la première fois à Auteuil, là, j'ai eu la deuxième révélation. Je me suis dit... Tiens, je suis chez moi ici. Je suis chez moi. J'avais vraiment l'impression d'être chez moi.
Et après, quand il s'est agi de choisir une orientation professionnelle, ben, j'ai dit il faut que je fasse ça. D'accord. Alors j'avais un gros problème quand même, c'est que je mesurais à l'époque, j'étais un peu plus petit, à 14 ans, mais je savais que j'allais grandir, et aujourd'hui je mesure 1m88. 1m88 et jockey, c'est voilà, pas compatible, ouais. Ce sont des mots qui vont très mal ensemble pour reprendre une chanson très connue. Oui. Voilà, mais dans l'autre sens. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui reste? Mes parents ne connaissaient personne dans le milieu hippique, et à cette époque-là, il était très fermé, il l'est toujours d'ailleurs, bon, enfin, il s'est ouvert un tout petit peu. Mais à cette époque-là, c'était extrêmement fermé. C'était un monde féodal un petit peu. Hein. Pour entrer, il fallait passer par-dessus les murs de la forteresse et c'était très compliqué. Donc je me suis dit, il reste un seul domaine, je sais à peu près écrire et j'aime ça. D'accord. Donc ça sera la presse. Et ça a commencé une nouvelle aventure. Vous avez d'abord passé votre bac et puis vous avez fait des études pour la presse. Non, pas du tout. Ah, carrément. Le bac, oui, je l'ai passé. L'obstacle le plus difficile était, vous vous en doutez, les mathématiques et les sciences. Ouais. Donc j'ai réussi à le sauter quand même. Je me suis pas trop mal reçu derrière la rivière des Tribunes, parce que pour moi c'était pire qu'une rivière des Tribunes, les maths. Et qu'est-ce que alors après pas du tout. Moi je suis un journaliste autodidacte. OK. Et c'est le cheval qui m'a amené au journalisme et non pas le journalisme qui m'a amené au cheval. Alors je vous explique, moi j'ai fait des études, à la base je suis un linguiste. Okay. J'ai fait des études supérieures en langue et littérature anglaise et américaine, que j'ai toujours adoré, que j'aime toujours d'ailleurs, et que je pratique toujours, parce qu'une langue c'est comme un sport, si on ne le pratique plus, on l'oublie. Et donc j'ai une fois que j'ai réussi ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire une licence d'anglais, qui à l'époque la licence c'était vraiment quelque chose. Oui. Bon, je me suis dit j'ai quelque chose, j'ai un biscuit en main, on va voir. J'ai fait mon service militaire, qui m'a beaucoup apporté. Au début c'était très dur. Mais le service militaire, je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui c'est un souvenir lointain et puis les jeunes sont plus du tout dans cet esprit-là. Mais moi, si je peux vous faire profiter d'un tout petit témoignage, j'ai appris beaucoup de choses au service militaire. Et vous savez ce que j'ai appris? J'ai appris à taper à la machine aussi. Je ne savais pas taper à la machine et ça m'a beaucoup servi dans mon métier de journaliste. Eh oui. Donc j'ai fait mon service militaire et puis après je me suis lancé. Ça vous sert pour l'écriture d'ailleurs maintenant? Est-ce que vous écrivez justement oui, comme ça? J'écris comme je vis avec mon temps. J'écris sur un ordi, un traitement de texte, un Word. Hein. D'accord. C'est tellement simple. Vous voulez changer un nom, vous avez envie de changer le nom d'un personnage, vous faites clic et ça change tout seul. Enfin, je veux dire, c'est. Et puis quand je vois les ratures de Proust, vous savez, les manuscrits de Proust, oui, dont on parle beaucoup en ce moment. Quand vous voyez les ratures, je me dis mais comment l'éditeur pouvait s'y retrouver là-dedans? Et puis même le pauvre Proust avec des petites flèches qui ramenaient, et puis écrit en tout petit. C'est vrai qu'aujourd'hui sans compter toutes ces miettes de Madeleine qu'il devait mettre dans ses manuscrits, ça devait être horrible. Oui, mais heureusement qu'elles étaient là quand même. Heureusement qu'elles étaient là pour le lecteur. Oui, c'est ça. C'est ce dont on se souvient le plus pour la plupart d'entre nous. Ok, je vais peut-être réessayer d'appeler notre ami qui nous a pas répondu, mais en même temps, on va continuer à parler et puis c'est comme ça. Oui, bien sûr. Hein, voilà. On laisse le téléphone sonner. Voilà. Donc, vous avez commencé votre carrière, je dirais, de journaliste hippique. De quelle manière? Alors, c'est très simple. C'est très très simple. J'ai pris ma plus belle plume, mon courage à deux mains et, comme je dis souvent, ma plume dans la troisième. Ouais. Et j'ai écrit à tous les journaux de l'époque. Ah oui. Tous les journaux de l'époque. Les plus polis m'ont répondu quand même. Un certain nombre m'a répondu parce qu'à l'époque on répondait au courrier. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de mail, mais il fallait envoyer la lettre par la poste avec un beau timbre, mais on répondait. Donc les plus courtois m'ont répondu négativement. Et puis, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais je me suis dit, je vais pas rester. Vous êtes là pour ça, hein? Oui, d'accord. Bon, je vais pas rester être un Tanguy pour mes parents.
Quoique ma mère était tout à fait ravie. Ma mère, Et vous ne pouviez pas vous dire ça à cette époque-là, Jean-François. Tanguy n'existait pas. Tanguy n'existait pas, mais je le dis, je suis rétroactif. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai répondu à une annonce du Figaro. Une compagnie aérienne cherchait un agent de trafic. Il fallait parler anglais couramment. Bon, je dis pourquoi pas. S'il faut parler anglais, ça devrait peut-être convenir. Je savais pas du tout ce qu'était un agent de trafic et moi j'ai peur de l'avion, donc ça commençait mal. Mais bon, je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose, donc allons-y. C'est le mec avec les drapeaux, non? Non, pas du tout. C'est pas ça, non? Pas du tout. Non, c'est celui qui s'occupe du poids dans l'avion, du frais, du poids des bagages, de la répartition, de toute la logistique autour de l'avion, voilà. Et alors pourquoi y avait-il besoin de parler anglais pour ça? Parce que dans le monde de l'aviation, on parle toujours anglais. Ah, d'accord. Vous voyez, les pilotes, quand ils dialoguent avec les tours de contrôle, c'est toujours en anglais. D'accord. Donc, voilà, dans le monde de l'aviation et des transports, mais déjà à cette époque, nous étions au milieu des années 70, donc déjà, la langue anglaise était prégnante. Donc, je me dirige à Orly pour aller à cet entretien d'embauche. Et la compagnie s'appelait El Al. Je savais absolument pas ce qu'était El Al, mais absolument pas. Donc je dis, j'y vais sans savoir en fait la personne qui va peut-être m'embaucher, sans la connaître et sans savoir ce qu'elle fait. C'est déjà intéressant comme démarche. C'est pas mal. Vous n'aviez pas vu le film de Mel Brooks, La folle histoire du monde, alors? Non. Alors que j'adore Mel Brooks. Et vous l'avez vu depuis ou pas? J'aime beaucoup son humour. Non, je l'ai toujours pas vu. D'accord. Parce que c'est au temps des Romains et il y a une galère. Et sur la galère, sur la grande voile, il y a marqué El Al. Ah, voilà, donc. Alors, moi, j'ai découvert ce qu'était El Al à travers un voyant lumineux où il y avait marqué lignes aériennes israéliennes. D'accord. J'ai dit, tiens, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je suis arrivé dans le bureau, on m'a posé une question. La première question était, est-ce que vous savez ce qu'est El Al? En anglais. Alors j'ai dit, mais enfin, vous me prenez pour qui? Bien sûr, mais bien sûr. Ah, c'est moche. Donc j'ai été engagé. Je suis resté 1 mois. D'accord. Parce qu'au bout d'1 mois, j'ai reçu une lettre d'un journal qui m'a dit, notre collaborateur s'en va, est-ce que vous voulez le remplacer? J'ai dit oui, bien sûr. Donc j'ai dit au revoir aux lignes aériennes israéliennes. D'accord. Où j'avais rencontré des gens sympas. C'était assez amusant comme métier, mais j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Et puis, je suis arrivé dans un journal. Alors ça, c'était une folle aventure. Mais je répète, on est dans les années 70. Les années 70, c'était, à mon sens, les plus belles années de cette deuxième moitié du XXe siècle. C'était des années extraordinaires. D'accord. Il y avait un pouvoir d'achat quand on pense aux jeunes d'aujourd'hui. Moi, ça me fait de la peine parce que quand j'imagine, moi, en 70, j'avais 20 ans. Enfin, voilà. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 24 ans. 24 ans, ce que je pouvais faire avec le peu que je gagnais de mon tout petit salaire de journaliste débutant, je pouvais me payer des bons restaurants, je pouvais vivre, partir en voyage et tout ça. Enfin, c'était une autre époque. Une autre époque. Donc, j'entre dans ce journal qui s'appelait Tiercé Magazine, qui depuis est devenu très célèbre parce que racheté par un groupe spécialisé, mais à l'époque, c'était une affaire de famille. Et je découvre dans ce journal, par la voix, la bouche de celui que j'allais remplacer, je découvre qu'en fait, il faisait le journal à lui tout seul. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait tous les journalistes, il y en avait 5 ou 6, il y avait des pronostiqueurs, c'était tous des pseudos. Oui. Il n'y en avait qu'un vrai, c'est celui qui faisait le journal à lui tout seul, donc le journaliste, il faisait les photos, il faisait les reportages d'entraînement, il faisait tout. D'accord. Le reportage d'entraînement, j'étais ce matin à 6h sur la piste des Lions à Chantilly, j'ai vu travailler tel cheval, tout ça c'était bidon parce que vous pouvez pas tout faire. Oui. Vous pouvez pas être à 6h sur les Lions et puis faire le journal en même temps. D'accord. Donc heureusement c'était un hebdomadaire, il y avait qu'un tiercé par semaine à l'époque, donc on avait toute une semaine pour faire le journal, mais on était tout seul. Oui. Et je me souviens, alors je raconte des anecdotes du genre, le personnel de cette entreprise familiale
était complètement abruti. Abruti dans le sens fatigué. Oui. Pas dans le sens voilà, qu'on emploie parfois. D'accord. Et je me rappelle, il y avait donc moi je tapais mes articles et ensuite je les portais à la photocomposition. Et puis un jour je me suis dit, ça serait quand même plus simple d'aller dicter directement à la photocomposeuse. Donc je me suis adressé à elle, elle m'a dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc je lui dictais ma copie. Toujours les reportages à la con, là, les deux trucs qui étaient totalement inventés, évidemment, puisque j'étais seul à faire le travail. Et je me souviens que dans une phrase, au moment quand on dicte en direct, on n'a pas rédigé, donc on réfléchit à ce qu'on va dire. Et moi, j'ai interrompu une phrase en me disant « Bon, qu'est-ce que je vais mettre maintenant ?» Et le lendemain, on retrouvait dans le journal tel cheval a galopé à Maison Lafitte sur la piste Penthièvre. Bon, qu'est-ce que je vais mettre maintenant ? Oui, c'est pas mal ça. C'était très drôle. C'était les aléas du direct, comme on disait à cette époque-là. Comme vous le voyez, oui, le direct dans le sens où il n'y avait pas droit à lecture. Bah oui, oui. Bah non, parce que vous pouvez pas tout faire. Non. Malgré tout. Non, mais c'est pas mal un journal avec un employé, enfin deux, puisque vous aviez votre secrétaire là avec vous. Vous étiez combien, que deux dans le journal ? Il y avait un journaliste. Non, je parle de la photocomposeuse. Il y avait une équipe parce que bon, on était bien obligé d'imprimer du papier, d'accord. Mais il y avait un journaliste. D'accord. Oui, un journaliste. Ouais, c'est une belle équipe. Voilà, exactement. Bah oui, il faut s'entendre bien avec soi-même, ce qui a toujours été mon cas. Ouais. Ce qui a toujours été mon cas. Donc, pour vous finir l'histoire, le journaliste qui est parti. Ouais. Qui s'appelait Guy Misselin, qui était un grand journaliste sportif et qui est toujours sur Facebook, très actif. Il est un peu plus âgé que moi, mais il est toujours très très actif et très passionné, comme beaucoup de journalistes de l'époque. Et donc Misselin était parti collaborer à la fondation d'un nouveau journal qui s'appelait Hippocourse et dont le rédacteur en chef était André Théron. C'était pas un petit bonhomme ? Non, pas petit, non. Non, taille moyenne. C'était pas lui le... Non, mais c'est très nul ce que je vais faire, mais c'est pas grave, je vais le faire. C'était pas lui le petit bonhomme Misselin, non ? Ah oui. Moi, j'ai pas pu m'empêcher. C'est en direct, je vais couper. Jean-François, je vous promets, je vais le couper. Non, mais il faut pas. Non, mais il n'avait ni la taille en centimètres, ni le tour de taille. Ni le tour de taille du petit bonhomme. Non, tout à fait. Mais il avait une sacrée faconde. Et donc, il va rejoindre Théron. Mm-hmm. Et puis moi, au bout d'un certain temps, je dis, un journal qui se crée, c'est passionnant, un journal qui se crée. On ne sait jamais si ça va durer, mais c'est une belle aventure. Comme dans toute création, participer à la création d'une chaîne, de tout ça, enfin tout ce qui est en matière de presse, créer quelque chose, c'est une aventure passionnante. Et donc, je lui dis, il n'y aurait pas une petite place pour moi ? Non, il faut que j'en parle à Théron, on va voir. Et puis bon, finalement, j'ai présenté ma démission à Tiercé Magazine, que j'étais content de quitter malgré tout, parce que le staccanovisme, ça va, mais ça dure un certain temps, mais après, bon. Et puis j'ai participé à la création d'Hippocourse, qui a duré 15 jours. Ah oui, c'est bref. 15 jours de publication. Parce qu'en amont, il y avait beaucoup de préparation. Oui. Ouais, ça a duré 15 jours. Oui, parce que le propriétaire, cette fois-ci, je tairai son nom. De toute façon, je l'ai oublié son nom. Mais le propriétaire n'avait pas payé les imprimeurs, il n'avait pas payé les rotatifs, donc il n'avait pas payé le papier, il n'avait pas payé, enfin, il avait rien payé. D'accord. Ces journalistes, moi j'ai eu 2-3 bulletins de salaire, mais j'étais le petit nouveau, donc j'ai pas duré très longtemps. Je vais pas coûter très cher. Et néanmoins, mais ça aussi c'était un caractère de l'époque, ce gars-là avait invité toute la rédaction dans un restaurant de très haut niveau. On avait mangé fantastiquement bien. Vous avez un message là. Oui, mais c'est pas le bon. Hein. C'est pas le bon. Non. Hélas. Je suis obligé de garder allumé parce que... Oui, bien sûr. On avait mangé fantastiquement bien, avec le Bourgogne coulait à flot, enfin je me souviens, et j'avais été invité à ce repas, tout petit journaliste, le dernier arrivé, je me demandais un peu ce que je faisais là, mais je me suis dit, bon. Mais quand j'ai appris qu'ensuite il avait rien payé, à mon avis, il a pas payé l'addition non plus. Et il paraît, et on m'a dit qu'il n'avait pas payé la communion de sa fille non plus. D'accord. Ouais. Donc, voilà, donc on s'est tous retrouvés
à l'ANPE, à l'époque ça s'appelait l'ANPE, avant d'être Pôle emploi et maintenant France Travail. France Travail qui est un bel oxymore, cela dit en passant, mais bon, je trouve ça drôle. Enfin bon. Donc je me suis retrouvé à la NPE. Et puis c'est... Alors, entre-temps, j'avais bien connu André Théron, on avait sympathisé, et André, il avait tout un réseau. C'est une grande figure du journalisme aussi. Très, très grande figure. C'est un homme extraordinaire. Moi, je lui dois tout. Hein. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Quand je vous raconte. C'est le cas de le dire, le pied à l'étrier. C'est pour dans ça. le milieu hippique. Bravo, bravo. Oui, mais félicitations. Mais quand je vous raconterai comment je suis entré à la télé, c'est grâce à lui. Je lui dois tout. Hein. C'est Théron. C'était vraiment mon mentor. Oui. Et donc, comme il avait un réseau, il avait un ami intime que j'avais connu quand j'étais à Tiercé Magazine, qui s'appelait Roger Paul, qui était que tout le monde appelait le diplomate parce que on l'aurait très bien imaginé ambassadeur, vous savez, dans la pub sur les chocolats Ferrero, le dîner chez l'ambassadeur. Enfin, lui, c'était tout à fait ça. Donc, il méritait tout à fait ce sobriquet de diplomate. Et puis Roger, qui avait des oreilles partout, a appris qu'il y avait une place s'était libérée aux Parisiens. Et je suis entré au Parisien. Et c'est là qu'a décollé ma carrière, parce que le Parisien, c'était, même à l'époque, avec les conflits, le syndicat du livre et tout ça, la famille Amaury, mais même à cette époque, le Parisien, c'était déjà un grand journal. Ah oui, c'était un grand journal, oui. Voilà. Ouais. Bah, bravo, c'était déjà un beau parcours, et c'est vrai que le pied à l'étrier, ça vous a permis d'aller jusque sur TF1. Et alors cette période-là devait être assez géniale. Comment ça s'est passé alors pour vous? Alors c'était... Je le répète pour la 3e fois, les années 70, c'était un autre monde. Mais ça n'avait vraiment rien à voir. Il y avait... Les gens osaient tout, c'était des aventuriers, il y avait des vraies signatures, il y avait déjà, la parole était libre, on avait le droit de dire tout ce qu'on voulait. Oui. On avait le droit de se moquer, on avait le droit de rigoler, dès lors qu'on comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on n'était pas diffamatoire, qu'on restait correct, et voilà. Mais on avait le droit à tout, il n'y avait pas d'autocensure. Donc ça, à ce niveau-là, c'était une époque formidable. Et puis on osait tout, Alors quand je vais vous raconter comment je suis entré à TF1, c'est bien simple. C'est que je vous ai parlé de Roger Paul, qui était donc l'ami intime d'André, c'était également son remplaçant à la télé, mais il aimait pas la télé. Bon, il le remplaçait pour rendre service à André, parce que André, il avait un appartement à Cagnes-sur-Mer, donc il allait souvent du côté de Cagnes, et puis surtout quand il y avait des courses. Cagnes et Paris, même s'il y a l'avion, c'est quand même pas la banlieue. Donc, il se faisait remplacer. Et puis un jour, Roger, ça l'emmerdait, la télé, il aimait pas ça, donc il a dit non, j'arrête. Et comme moi, je collais au basque d'André, parce que moi, j'étais un jeune qui en voulait. Hein. Moi, j'étais tout le temps là, dans les salles de presse tous les jours, et puis avant le début des courses, et je partais après la dernière pour qu'on me voie. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous diriez que vous aviez comme qualité à l'époque qui a fait que vous avez su profiter de ces chances-là? J'étais passionné. J'étais passionné, j'avais pas de vie de famille, j'étais célibataire, et puis de toute façon, même si j'étais marié, ça aurait été pareil, aurait accepté ou pas, mon épouse, mais j'étais passionné, j'étais tout le temps là, et je voulais qu'on me voie. C'était votre détermination, en fait. Ben oui. Oui, okay. Bien sûr. Okay. Vous savez, je suis une des illustrations, parce que je suis pas le seul, Dieu merci, je suis une des illustrations du fameux aphorisme « quand on veut, on peut ». Oui. Et alors, j'ai eu de la chance, mais la chance aussi, c'est pareil. La chance, je crois pas à la malchance persistante. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des guignards dans la vie, qu'il arrive tout un tas de trucs. Je n'ai pas de don d'extra-lucidité, je ne l'analyse pas, mais une chose, je sais qu'une chose, c'est que souvent la chance, chacun a droit à son petit bout de chance. Il faut être là, c'est tout. Si vous êtes parti en week-end, si vous êtes sur la plage à adorer au soleil, si vous êtes je ne sais quoi dans un restaurant ou n'importe où, le jour où la chance est là. Si la chance est derrière faut que vous soyez derrière la porte. D'accord. Si la chance ouvre la porte, faut qu'elle vous voie derrière. Oui. Voilà, c'est une vous diriez métaphore, mais... persévérance alors. La détermination, la persévérance, la passion, c'est des moteurs.
pour être persévérant, faut être passionné. Oui. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous vous emmerdez au boulot, bon, bah, vous allez regarder votre montre. Ah bah il est 16h45, j'en ai plus que pour un quart d'heure. Ah puis il est 5h moins 5. Ah bah je commence à ranger mes stylos, faire mes bagages quoi. Enfin arranger mes affaires. Donc oui, faut être là tout le temps. Mais c'est facile quand on aime quelque chose. Aime ça, oui. C'est facile quand on aime ça. Quand on fait de la musique, j'imagine, c'est pareil. Vous savez, il y a deux manières de vivre une profession. Moi, ce qui me rend très triste aujourd'hui, c'est quand j'entends des jeunes qui entrent dans la vie active et qui pensent aux vacances et à la retraite. Pour moi, la retraite, je savais même pas ce que c'était. Et même aujourd'hui, c'est un mot que je ne prononce jamais. Si vous me demandez le mot de la langue française que je déteste le plus, ce sera pas celui-là. Il y a pire. Mais je veux dire, la il en retraite, fait partie, quoi. Non, mais la retraite, non. La retraite, pour moi, c'est la retraite de Russie. La retraite de Russie, c'est synonyme d'un recul en arrière, d'une défaite. Quelque part, la retraite, c'est une défaite. Alors, il faudrait qu'on choisisse un nouveau. Les Anglais, ils ont pension. Bon, voilà, retired. Retired, ça veut dire retiré. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait la même signification. Mais la retraite, pour moi, c'est un mot horrible. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je disais, mais donnez-moi le plus possible. Ouais. Donnez-moi le plus possible. Et évidemment, c'était du 7 jours sur 7. Et puis les heures, on les comptait pas, mais il fallait... voilà, bon. Après, je le répète, si on n'est pas passionné, si on fait un truc par obligation, c'est sûr qu'on raisonne pas comme ça. Oui, vaut mieux essayer de trouver sa passion le plus rapidement possible pour pouvoir justement bénéficier de ces... Bien sûr. De ces avantages ressources, je dirais. Bien sûr. Puisqu'on a parlé de retraite de Russie, enfin, c'est vous qui en avez parlé, Jean-François, puisqu'on a parlé de retraite de Russie, vous avez connu un Russe. Ah bah oui. Vous voyez qui je veux dire ? Big Léon. Voilà. Alors, si vous pouvez nous en dire un petit mot, parce que plein de gens ont parlé de Big Léon, et alors il y en a quelques-uns qui le connaissaient vraiment, mais vous, a fortiori, vous le connaissiez très 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 bien. Ah ben je le connaissais très bien parce que j'ai travaillé avec lui. Mm-hmm. Et puis, je faisais partie de ses bonnes têtes. Il n'en avait pas beaucoup. Donc, j'avais cette chance. Et c'était un homme totalement imprévisible. C'était le vrai Russe. L'âme slave, des réactions qu'on ne pouvait pas, enfin, qui n'étaient pas du tout occidentales, quoi, qui n'étaient pas du tout. L'Occident pragmatique et prévisible, c'était pas Léon. Oui. Alors, il était, il avait évidemment des caprices de diva. Très bizarrement, et ça c'est très russe aussi, il n'était pas intéressé par l'argent. C'est un type, il aurait pu faire des fortunes. S'il avait eu un peu le sens des affaires, c'était l'homme le plus célèbre de France. Ah oui, il faisait partie des gens les plus célèbres. Oui. Ah ben, il était plus connu que le président de la République. Oui. Il était sur un quai de gare, quand on voyageait avec lui, c'était l'émeute. Hein, c'était assez phénoménal. Il aurait pu faire beaucoup d'argent, mais il n'a pas fait beaucoup d'argent. Il vivait... il était toujours fagoté comme l'as de pique. Il conduisait une petite voiture. Il vivait. J'imagine qu'il y avait un bel appartement. J'ai jamais été chez lui, mais enfin, c'était pas non plus. Il avait pas 35 villas sur la Côte d'Azur ou à Marbella ou dans des endroits comme ça. Donc c'était quelqu'un qui avait d'autres exigences. Enfin, c'était même pas des exigences, c'était des sortes de lubies. Il vous disait, par exemple, il voulait... Alors, dans les anecdotes qu'on peut citer, quand on venait le chercher en voiture, il exigeait une marque. Il fallait venir dans une voiture de telle marque. Un coup, c'était une marque allemande, donc il demandait une Mercedes. Et puis, deuxième fois, il disait « Ah non, je déteste les voitures allemandes, je veux une Peugeot. » Enfin, je dis... Ouais, d'accord. Voilà, okay. Vous voyez l'esprit. Ouais, ouais. À Vincennes, il faisait bloquer l'ascenseur. Pour monter seul dedans. Il était en pantoufles quand il allait commenter la course, quand il allait commenter le tiercé. Alors, il y avait tous les propriétaires des chevaux qui couraient, qui faisaient la queue. Quel gabarit il avait? Parce qu'il faisait assez imposant, mais est-ce qu'il était grand? Il était pas petit, il était style, dans ma mémoire, disons 1m80, 78, 80. D'accord.
Voilà. Mais par contre, très fort. Oui, très fort. Ok. Très, très fort. Ouais. Oui. Oui, et puis il avait une voix, une présence. Alors ça c'est inné. Hein. Ouais. Il avait une présence à l'antenne. Vous voyez sur un écran, il cassait la vitre. Hein. Oui, d'accord. Tellement il avait de présence. C'était un grand bonhomme, très très. Et puis il vous apprenait des trucs. Parce que moi, en fait, dans ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'être tout le temps là pour arriver, mais moi j'allais jusqu'à accompagner les commentateurs et je leur proposais à Théron et à Zitrone. Quand ils commentaient une course, j'étais derrière. Et quand il y avait un cheval qui tombait à Auteuil qu'ils n'avaient pas vu tomber, je le marquais sur un petit bout de papier. Et vous leur donniez. Voilà. Bah, d'accord. Et puis dans les arrivées serrées, quand il y a 4-5 chevaux qui passent le poteau en même temps, je donnais l'ordre préférentiel. Parce qu'à TF1, il fallait tout de suite rendre l'antenne. Dès que la course était finie, il y avait Cognac Jet qui hurlait dans le casque, rendez l'antenne. Donc il fallait aller vite. Alors je leur donnais ça, puis à la fin, ils me remerciaient. Ils disaient, voilà, commentaire de Léon Zitrone avec Jean-François Pré. Bon, d'accord. C'était le petit... Ouais, il citait. Voilà. Mais j'étais là tout le temps. Tout le temps. Et quand il s'est agi, effectivement, de trouver quelqu'un, de toute évidence. Il l'avait sous la main. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, non, c'était quelqu'un... Oh, je peux vous raconter une des anecdotes les plus drôles, que j'ai mise d'ailleurs dans un bouquin, le seul qui ne soit pas un roman policier, et qui s'appelle Les Tribulations de Monsieur Cheval, et qui est paru il y a 2 ans, et dans lequel je raconte ce genre d'anecdotes. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup, mais oui. celle de Zitrone, elle est tellement drôle. Parce que l'idée d'écrire ce bouquin m'est venue dans les dîners entre copains. Quand je racontais cette anecdote, tout le monde éclatait de rire, et un jour, il y avait l'éditeur qui était là, qui m'a dit « Fais-moi un bouquin là-dessus, et je te l'édite. » Voilà. Donc c'était un jour à Auteuil où j'ai un copain qui me téléphone. C'était le directeur d'une grande marque de champagne et qui me disait est-ce que tu connais suffisamment Zitrone pour organiser un déjeuner avec lui. Bon, je lui dis écoute, je peux toujours lui demander et puis on verra. Donc je vais voir Léon. Je lui dis Léon. Voilà, j'ai mon ami un tel qui voudrait vous inviter à déjeuner avec moi. Et ça, il dit, mais ça, très très bien, ça me fait très plaisir, mais oui, bien sûr. Est-ce que jeudi 13h chez Apicius c'était un grand restaurant de l'époque, est-ce que jeudi 13h chez Apicius vous convient? Mais oui, bien sûr, mon cher Jean-François, avec plaisir. Donc vous notez bien, Léon, jeudi 13h. Notez, pas de problème. Bon, arrive le jeudi à 13h, on se retrouve chez Apicius, il y avait André Théron, la puissance invitante et moi-même. Pas de Léon. Bon, on regarde la montre, toujours pas de Léon, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes. Il n'y avait pas de portable à cette époque-là. Hein. Non. Donc il me dit, notre ami le directeur du Champagne me dit, va téléphoner chez lui. Donc je vais voir Vigato, le patron d'Apicius, je lui demande un téléphone parce qu'effectivement il n'y avait pas de portable, et j'appelle, je compose le numéro de Zitrone, et c'est lui qui répond. Je lui dis bonjour Léon, c'est Jean-François Pré. Je suis ravi de vous entendre Jean-François. Alors qu'est-ce qui vous amène? Vous savez que nous sommes vus dimanche dernier à Auteuil. Ah oui, je me souviens très bien. Je vous ai proposé un déjeuner chez Apicius aujourd'hui. Ah oui, je me souviens très bien. Mais alors Léon, pourquoi n'êtes-vous pas parmi nous? Mais mon cher Jean-François, je n'ai pas reçu votre Bristol. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Ouais. Carrément. Et alors là, il y a 2 manières de réagir. La manière numéro 1, c'est on le prend mal, on se fâche, on raccroche au nez, on déverse un flot de reproches ou tout ce que vous voulez. La deuxième manière, moi je suis quelqu'un, je me pique d'avoir de l'humour, d'avoir toujours essayé de cultiver l'humour dans la vie, comme dans mes bouquins, comme dans mes reportages quand j'en faisais à la télé. Et j'ai toujours eu que j'ai hérité de mon père, qui était quelqu'un qui un peu pince sans rire. Et puis j'ai toujours adoré cette littérature et cette manière d'être. Donc j'ai adopté la deuxième solution, j'ai dit très bien Léon, écoutez, la prochaine fois nous vous inviterons dans les règles de l'art, très bien, bon. Et effectivement, il y a eu une prochaine fois, et ça se passait chez Guy Savoie, c'était 15 jours après, et là le directeur de la marque de champagne avait envoyé une lettre magnifique avec les armoiries du champagne dorées sur tranche, tout il a eu son fallait. Bristol.
Et là, évidemment, Léon est arrivé à 12h59, il est arrivé dans le restaurant. Et alors, là, moi, je me rappelle la tête des clients du restaurant, c'était des yeux toupis. Zzz, Léon Zitrone. Et alors, ils regardaient plus leur assiette, ils étaient au théâtre. D'accord. Évidemment, Léon, il adorait ça. Quand il se comme ça, là, il faisait son show. Ouais. Et là, il nous a fait un show. Il nous a fait un vrai show. Quand Guy Savoie est venu prendre les commandes, il nous a dit, ne vous occupez pas du menu, je vais vous faire quelque chose de spécial, je vais vous mettre du caviar, du foie gras, enfin tous les trucs, du homard, tous les trucs les plus chers, les plus extravagants qu'on pouvait trouver dans son frigidaire. Et puis à un moment, il se tourne vers Zitrone et il lui dit, et vous, monsieur Zitrone? Et Zitrone le regarde droit dans les yeux et lui dit, une tomate. Alors évidemment, Guy Savoie, c'est un grand professionnel. Il retombe sur ses pieds, il dit oui, bien sûr, une tomate, alors je vais vous la farcir au caviar, ou avec du crabe, ou je ne sais quoi. Et Zitrone commence à monter un petit peu de ton, il dit non, monsieur, je veux une tomate. Ah oui, mais bien sûr, monsieur Zitrone, bien sûr. Alors à ce moment-là, nous allons vous la couper. Non, monsieur, je la couperai moi-même. Alors bon, d'accord, on lui donne sa tomate. Et puis, il nous regarde en train de nous baffrer de tout ce qui avait été annoncé avant. Au bout d'un certain temps, il appelle le maître d'hôtel, il dit, oui. Puis il a commandé les plats la plus grande, il a craqué. Et il s'est tourné vers la salle parce qu'il était en représentation. Oui. Tout le monde le regardait en disant, bah, vous savez, c'est ma femme qui m'oblige à faire un régime. Ah, il était très drôle, très très drôle. Et il avait aussi la réputation d'être extrêmement radin, mais comme c'était un Russe, et que je vous l'ai décrit comme quelqu'un d'imprévisible, il a invité un jour, il est venu en salle de presse, il connaissait tout le monde en salle de presse, c'était, on était tous des copains, il y avait une bonne ambiance, donc il allait serrer la main de tout le monde, et puis il aimait bien s'y installer. C'était pas le seul, il y avait Claude Darget aussi, il y avait des grands journalistes de l'époque, quand ils venaient aux courses, ils venaient en salle de presse. Et donc, Zitrone va voir chaque journaliste et il l'invite à déjeuner, tel jour, place de la Madeleine, un restaurant qui s'appelait le Mazagran à l'époque. Donc, une fois qu'il est parti, tout le monde se regarde, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va nous demander? Parce qu'il n'avait jamais invité personne, il était radin, il jouait très peu. Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui avait cette réputation. Il va nous demander quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va nous demander? Donc, on a tous été à ce déjeuner. Alors, il est passé de table en table pour savoir si tout allait bien, si on était content, si tout ça. Il n'a rien demandé à personne. Il a été juste content de voir que les gens étaient satisfaits de cette invitation. Tout ça, c'est étonnant parce que ça correspondait pas du tout à l'image qui donnait. Mais c'était Zitrone. Oui. En fait, j'ai l'impression, après peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qui n'avait pas besoin plus que ça d'argent, puisque vous avez dit qu'il cherchait pas à être multimillionnaire. Pas du tout. Mais en fait, il cherchait à nourrir son ego. Et que plus son ego était nourri par le public, par la foule, par les prestations qu'il faisait, et plus il était heureux. Ah, je pense. Mais il avait aussi des réactions. Madame, je vous interdis de me reconnaître. Oui, ça, j'ai entendu ces choses-là. Je l'ai vu, ça aussi. C'est énorme. Oui. Bon, on va passer quand même un petit moment maintenant à parler de votre profession nouvelle. Oui, bien sûr. Même si vous avez ça dans l'âme depuis longtemps. Donc, vous avez écrit des bouquins des romans policiers même, à partir de quoi? 2004, 2006? Alors, le tout premier, Le Cheval du Président, est paru en 1997. D'accord. J'avais écrit le manuscrit comme quoi ma passion pour l'écriture remonte à loin. J'ai passé toute ma vie à écrire, même quand j'étais tout jeune. Hein. Et donc j'ai écrit un manuscrit à l'âge de 25 ans. Et puis ce manuscrit, je m'étais dit, je vais essayer de le faire publier. Donc on était dans les années 70, toujours les mêmes. Et puis je dis, tiens, j'avais ma meilleure amie de l'époque, qui l'est restée d'ailleurs. J'avais ma meilleure amie de l'époque, j'ai dit, tiens, je vais lui faire lire pour voir ce qu'elle en pense, avant de l'envoyer à un éditeur. Et donc 15 jours après, elle me téléphone, elle me dit, ton truc, c'est complètement nul, c'est vulgaire, c'est pas mal écrit, enfin ça... en ces termes-là.
Mais bon, on était francs entre nous, on ne cherchait pas à se cacher la vérité. Donc sur le moment, ça me fait un coup, évidemment. Et puis après, je dis bon, elle a peut-être raison, je sais pas. Oui, c'était pas un feedback très nuancé, c'était voilà. assez, non, mais elle est assez cash. cru, oui. Elle est cash, ouais, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, je mets le manuscrit dans un tiroir, et puis simultanément commence ma carrière journalistique. Donc j'avais plus le temps d'écrire, j'avais plus le temps de rien du tout, et puis j'y pensais même plus. Et les années passent, je fais carrière à TF1, et à TF1 je crée une émission qui marche merveilleusement bien. Oui. Qui s'appelait La Minute Typique. Oui. Marchait tellement bien que France 2 l'a piqué. Oui. Et moi je pouvais rien faire puisque j'avais pas les droits. Je n'étais que journaliste, et puis TF1 l'a vendu. Enfin, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais ça me passait au-dessus de la tête. Toujours est-il qu'une fois la Minute Typique, c'était du quotidien. Enfin, on était moi, un collaborateur, un caméraman, j'avais 2-3 correspondants à droite à gauche, puis c'était tout. D'accord. Il fallait faire une émission tous les jours. Il fallait que ce soit varié. Il fallait le cheval sous tous ses atours. Ok. Il s'agissait pas de commenter des courses à tout bout de chance. Ça n'aurait pas tenu 15 jours. Donc il fallait montrer le cheval, je sais pas moi, au Maroc, en Inde, en Afrique du Sud. Ah ouais. Enfin, voilà. Et puis même en Bretagne, dans les belles régions de France. Et puis comment ça vous a échappé ce truc-là d'ailleurs, quand c'est passé entre TF1 et Antenne 2? Alors enfin, ça, ou France 2, je sais plus. Ça, je vous raconterai après. Raconterai après parce que c'est... Reposez-moi la question. Mais je finis avec l'histoire du bouquin. Donc, quand j'ai perdu la Minute Typique, je continuais d'être à TF1 tous les jours, de faire mon travail et tout ça. Mais comme j'avais plus la Minute Typique, j'avais l'impression de ne rien avoir à faire, d'être en vacances. Et j'ai ressorti le fameux manuscrit en question. Mm-hmm. Je l'ai relu 20 ans après. Oui, quasiment 20 ans après, puisqu'il est sorti en 97, ça fait même un peu plus de 20 ans après. Et je me suis dit, mais elle avait raison. Donc je l'ai réécrit, je l'ai envoyé à Fleuve Noir, et Fleuve Noir me l'a pris. Ok. Et Fleuve Noir, c'était une référence. C'était une belle, oui, à cette époque-là, oui. Donc voilà l'histoire du bouquin, et ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu des parutions plus ou moins erratique, disons, un coup c'était 3 ans, un coup c'était... c'était très irrégulier parce que j'avais pas que ça à faire. Oui, bien sûr. Et du jour où j'ai quitté TF1 en 2012, et ça correspond à peu près à l'époque à laquelle j'ai créé mon personnage récurrent qui est maintenant dans tous mes romans, qui s'appelle Lance Hammer. Ouais. Voilà. Et de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu une production régulière d'environ 1 par an. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà. Oui, puis les années où il n'y a pas, c'est parce qu'il y en a 2 l'année d'après, quoi. Enfin, oui. Ça doit correspondre à un début d'année et une fin d'année. Voilà, mais maintenant c'est plus 1 par an, c'est souvent à l'automne, enfin voilà. Alors pour revenir à l'émission La Minute Typique, c'est très simple, et ça aussi c'est une anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes, dirons-nous. La Minute Typique était financée... je vous raconte pas la jeunesse, parce que je veux pas être trop long, mais en fait, elle était financée par le PMU à travers une somme qui correspondait peu ou prou, je dirais pas au centime près, mais presque, à ce que versait France Télévisions pour avoir l'exclusivité des courses en direct. D'accord. Quand ils ont appris ça, savoir que l'argent de France Télévisions se retrouvait sur TF1, évidemment, ils l'ont eu en travers de la gorge, et ils n'ont eu de cesse de prendre l'émission pour la retirer de TF1. D'accord. Donc ils ont réussi à le faire. L'émission était rigoureusement la même. Elle a changé de titre, et elle a changé évidemment d'équipe de journalistes. Elle s'appelait À Cheval. Elle a duré 2 ans, le temps que on la fasse oublier, et puis elle s'est perdue dans la nuit des temps. Mais c'était une question politique. D'accord. Mais ils vous ont pas proposé de venir chez eux? Alors, j'ai été tenté à une époque de changer de chaîne. Heureusement, je ne l'ai pas fait, parce que TF1, alors à l'époque,
Je sais pas ce qu'il y en est maintenant parce que tous mes vieux copains de TF1 sont tous partis, donc je ne connais plus personne sur la chaîne. Mais à l'époque, je peux vous dire que pour les salariés, à tous les niveaux, hein, pas seulement les journalistes, le personnel technique, enfin tous, hein, c'était une sacrée chaîne. Hein. Oui. Il y avait la rémunération était bien supérieure. Alors il y a eu qu'une chaîne qui a fait une surenchère, c'était la chaîne de Berlusconi et de Lagardère, la 5, ouais. Qui a fait une surenchère, mais au bout de 6 mois ils sont tous revenus. Hein. Ah oui. Ben oui, parce que ça a doublé ou triplé les salaires sur un temps limité, ça ne vaut pas avoir une rémunération régulière sur des dizaines et des dizaines d'années. Oui, bien sûr. Ok. On va revenir justement à ce fameux Georges. Oui. Comment il vous est venu est-ce que c'est quelque chose, une inspiration de quelqu'un que vous avez vu dans votre parcours dans le monde hippique? Est-ce que c'est quelque chose qui vient purement de votre imagination? C'est quoi la référence? Parce que le nom paraît un peu anglo-saxon. Alors il n'est pas anglo-saxon. Langsamer, c'est de l'allemand. Ah, ok. Langsamer, ça veut dire nonchalant, qui va doucement. Ok. Et pourquoi c'est de l'allemand? Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il est alsacien. Il est alsacien exporté à Deauville. D'accord. Mais voilà. Alors, la création du personnage... Vous savez, quand on nous demande dans les salons du livre, par exemple, pas plus tard que hier, non, qu'avant-hier. Hier, j'étais à Saint-Cloud. Avant-hier, j'étais au salon du livre de Hyères, dans l'Essonne, avec un monde fou, qui a très très bien marché. Et on pose souvent la question aux auteurs, on pense comment, on l'a posé à Jacques Sausset qui était à côté de moi, on me l'a posé à moi, comment ça vous vient les idées? Alors Jacques, il a donné sa version, il a répondu, moi je ne sais pas répondre à ça, parce que j'ai une idée, elle vient comme ça, elle peut venir alors qu'on est en train de discuter, je peux dire tiens, je vais organiser un crime dans ce studio, pourquoi pas, parce que l'ambiance s'y prête un petit peu, c'est un peu mystérieux, ça fait... Il y a des gens dans le studio que vous avez envie de tuer, alors visiblement. Non, mais moi je ne tue personne dans le monde réel, heureusement. Ah d'accord, oui. Heureusement. Mais je me venge par plume interposée. Et non, c'est pour vous Nordine, dire tu sais qu'on sera dans le prochain livre de Jean-François. Je ne sais pas dans quel état on va être, mais on va faire vachement gaffe. Hein. Tout ça, c'est pour nous inciter à lire le prochain. Pourquoi pas? Ce serait une le bonne prochain, idée. je suis en train de l'écrire, donc je ne serai pas dedans. Non, ce sera celui d'après. Ce sera celui d'après, voilà. Okay. Mais non, mais vous savez, vous marchez dans la rue, vous voyez un type ou une femme qui a une gueule spéciale, enfin qui vous fait quelque chose. Je sais pas. Puis vous voyez une devanture d'une boutique, n'importe quoi. Vous savez, l'esprit humain est très complexe. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est une véritable alchimie. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je peux pas vous dire. Mais un jour, je me réveille avec une idée. Oui, mais parfois on sait d'où viennent ces influences, parfois pas, bien entendu. Mais parfois on sait ce qui nous a influencé. C'était un peu pour ça dans ma question. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas savoir non plus, parce que. Non. Moi, je peux vous parler de mes influences littéraires. Oui. Ça, c'est facile. Mais mes influences de création de personnages, c'est plus difficile. De création de personnages. C'est quand on pense à une intrigue, après on pense aux personnages qui vont avec l'intrigue. Donc c'est pas trop difficile. Mais pour revenir à Langsamer, puisque vous me demandiez la genèse de sa création, à Langsamer déjà, j'ai voulu qu'il ne me ressemble absolument pas physiquement. D'accord. Pour pas que les gens puissent s'imaginer que c'est moi. Oui. Bon, parce que les gens qui vous connaissent, alors qui vous connaissent bien, alors le cercle rapproché des amis, mais aussi les relations où les gens qui vous connaissent un peu, ils vont toujours chercher dans le bouquin. Qu'est-ce qui se rapproche de vous? Où est-ce qu'il s'est mis? Ouais. Où est-ce qu'il s'est mis? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de lui dedans, quoi? Alors moi à ça je réponds que si j'écris un bouquin, il y a deux manières de le faire. Parce que écrire un bouquin, c'est aussi un travail de journaliste. Il faut se documenter. Quand on connaît le sujet et quand on connaît les personnages, on se documente moins. Donc il y a moins de travail. Donc moi, en général, je traite des sujets que je connais.
Si par exemple mes héros ils boivent du whisky, c'est parce que je suis un amateur de whisky. S'ils ils fument le cigare, c'est parce que je suis aussi un amateur de cigares. Voilà, et plein de trucs comme ça. Langsamer, il aime bien les courses. Donc quand il va aux courses, je sais le mettre en scène. Voilà. Et il joue au golf aussi un petit peu. D'accord. Ouais, donc voilà. c'est ce qu'on retrouve de vous dans le bouquin. Et par la force des choses, c'est pas parce que je veux parler de moi, c'est parce que imaginez que Langsamer, j'en fasse un joueur de foot. Je vous disais tout à l'heure, le foot, j'y connais rien. Je serais obligé de me documenter. Eh oui. Donc pour savoir, connaître les termes techniques et tout ça. Avec les chevaux et avec le golf, j'ai pas besoin de me documenter, je les connais. Vous donc je gagne du temps. Et puis, voilà. Et c'est dans cet esprit-là. Après, le bonhomme, j'ai fait en sorte qu'il me ressemble absolument pas physiquement. Maintenant, dans la vie, c'est un solitaire, c'est un grand solitaire, et moi je suis aussi un solitaire. Même si je suis marié, j'ai l'esprit indépendant du solitaire. Et ça ne se voit pas parce que je suis quelqu'un d'assez sociable, j'ai un cercle d'amis assez large, je suis convivial et épicurien, mais au fond de mon âme, je suis un solitaire. Voilà. Donc j'ai voulu qu'il soit aussi comme ça. Et puis c'est un type. Alors au niveau du caractère qui est très différent de moi, parce que moi je suis plutôt assez volubile, assez souriant, assez communicant, et Langsamer c'est un vieux grognon, pas très sympa de prime abord quand on le connaît pas, et voilà. Et puis un pisse froid, un pince sans rire, qui a beaucoup d'humour, mais de l'humour vache, un petit peu des trucs comme ça, voilà. Donc okay. Et puis on sent qu'il a besoin de personne. Et puis en fait, quand il dit moi ma famille sont mes enquêtes, parce que des fois on lui dit vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez rien de tout ça, vous n'êtes pas marié, non, je suis célibataire. Moi ma famille sont mes enquêtes. Et c'est pour ça qu'il est si malheureux quand il n'a pas d'enquête à se mettre sous la dent. Ouais. Voilà. Oui, parce que du coup, il n'a pas de famille. Tiens, je vais en profiter pour essayer de rappeler notre ami. Mais je pense qu'il ne doit plus être disponible. On va peut-être savoir qui c'est quand même alors. Ah, je vous dirai, bien sûr. Je vais vous dire, même s'il ne répond pas, je vais vous dire. Le correspondant mystérieux. Alors, le correspondant mystérieux, il est à Marrakech. Je ne sais pas si vous savez qui ça peut être. Il est à Marrakech en ce moment. À Marrakech en ce moment. J'ai un ami qui est au Maroc, mais il a Essaouira, lui. Alors ça doit pas être. Alors peut-être qu'il a bougé. Hein. Moi, il m'a parlé de Marrakech tout à l'heure, mais bon. Bon, visiblement, il est parti dans des activités inavouables. Voilà. En fait, c'est un golfeur ? Non, c'est un journaliste aussi, mais lui, c'est un journaliste sportif et qui s'y connaît bien en ballon rond. Ah je crois savoir qui c'est. Il a été à TF1 ? Oui, bien sûr. Oui. Puis il a été partout d'ailleurs. Hein. Oui, c'est quand même pas un perdreau de l'année. Et on l'a reçu ici d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai pensé à lui, parce que je sais que vous êtes amis au moins sur Facebook, mais vous vous êtes forcément côtoyé à TF1, c'est Dominique Grimaud. Oui. Voilà. Oui. Alors, oui. Il m'a chargé de vous dire quand même un grand bonjour, qu'il aurait été très content. Alors Dominique, je l'ai eu comme chef au Parisien, d'abord. Après, à TF1. Et puis, aujourd'hui, je lis ces petits mots d'humour sur Facebook, qui sont intitulés En passant. En passant, exactement. Qui est toujours très drôle. Ouais, c'est toujours très drôle. C'est toujours très drôle. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai que... Alors, en revanche, je ne savais pas qu'il vivait à Marrakech. Ça, il y est en ce moment. Mais, d'accord. Mais je pense que c'est peut-être pour des vacances ou peut-être pour un reportage, je ne sais pas. Mais il était exactement à votre place quand il est venu ici dans une émission de Radio Axe. Ouais, on avait passé un super moment. C'était un garçon d'abord. Adorable. Puis comme vous, il connaît un nombre de choses absolument incroyables. Il en a vécu. Bien sûr. Il en a vécu, il en a croisé. Le privilège de l'âge, on va dire ça, mais aussi de la fonction peut-être, parce qu'on croise beaucoup de monde dans les métiers que vous faites. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, puisque vous êtes un grand connaisseur de Maison Lafitte, vous avez côtoyé notre maire, Monsieur Jacques Miard, qui ne se représente pas d'ailleurs là dans la prochaine édition. Et on essaiera vraisemblablement de faire une dédicace de livres. Et donc, on va parler de votre dernier livre parce que ça me paraît important avant qu'on se quitte. Et il y aura une dédicace à Maison Lafitte. On tiendra au courant nos auditeurs et puis les gens qui nous suivent sur Facebook.
sur cette dédicace. Avec Jacques, ce sera sympa. j'ai une anecdote. Oui. J'ai une anecdote. Ça se passait à Maisons-Laffitte. C'était le lendemain d'une élection législative qui avait été dominée par le Parti socialiste. Et moi, je suis pas du tout socialiste. J'ai pas peur de le dire d'ailleurs. Je suis même de l'autre côté. Et donc, je sais que Jacques, lui, ne l'est pas non plus, mais il avait été réélu, je crois. Il avait été réélu député, donc c'était un des rares non socialistes qui avait résisté. Et donc, je le vois au rond de présentation. Il discutait avec quelqu'un, avec un jeune. Donc, je m'approche d'eux. Le jeune, je le connaissais pas. Je vais voir Jacques. Et puis, j'ai dit, Jacques, je te félicite. T'es un des rares à avoir résisté à la peste rose. Et il me dit, tiens, je te présente le député socialiste Et là, je me suis senti con. Ouais. Oui, parce que la peste rose, c'était un peu fort quand même. Oui, mais je me suis senti un peu idiot. Un peu gêné, ouais. Je pensais qu'il était avec un copain. Et tout ça, donc, après, je me suis excusé. Mais l'homme en question, dont j'ai oublié le nom, l'a pris en rigolant. D'accord. Il avait de l'humour, bon, ça l'a bien fait rire et tout le monde a bien rigolé. Voilà. Ouais, non, mais et donc Jacques ne se représente pas, mais lui aussi, il écrit pas mal de choses. Et je suppose et j'espère pour lui que sa carrière politique ne va pas s'arrêter. Il n'a pas la langue dans sa poche en tout cas. Non. Ça c'est bien. Non, ça c'est clair. Voilà, ça c'est pour la parenthèse Maison Laffitte. On se rapproche de la fin de l'émission. Il nous reste combien de temps, Nordine, à peu près ? 4 minutes. Bon, c'est bien. En 4 minutes, on va pouvoir parler de notre dernier bouquin. Alors, bouquin. Moi, je disais beaucoup de choses en 1 minute à l'époque. Donc, en 4 minutes, c'est l'opulence. Ça va être 4 fois plus. Donc, allez, présentez-nous ce dernier bouquin, Jean-François. C'est vous qui le ferez bien mieux que moi. Alors, Les Patterson. Le sous-titre, c'est Une famille en or. C'est de l'or qui brûle les doigts, comme je dis, parce que c'est vraiment pas une famille très sympathique. Et encore, j'emploie des euphémismes. Alors, le vieux Patterson, là, qui s'appelle CW, il fête ses 101 ans dans son manoir breton. Et ce type-là, comme beaucoup de milliardaires, il a des lubies. Et sa lubie, c'est d'avoir un invité surprise. D'accord. Qu'il va tirer au sort dans le bottin. Comme nous aujourd'hui. Là, c'est vraiment tiré au sort. C'est vraiment de la surprise. C'est-à-dire, il ouvre le bottin. Et il met le doigt. Et il prend un stylo, et puis il va, et puis là, ça s'arrête sur un nom, et il invite l'invité surprise. Voilà. Évidemment, ça tombe sur Langue sa mère. Sans ça, il n'y aurait pas de bouquin. D'accord. Voilà. Bon. Alors, vous allez me dire, mais un bottin, il n'y en a plus aujourd'hui. Et ça, je vais vous répondre. Vous avez tout à fait raison. Mais cet homme impose à toute sa famille et à tout son entourage de vivre dans les années 70, qu'il appelle les années 70. Parce qu'il trouve que 70, c'est pas logique. Oui. On fait 50, 40, 50, 60. Pourquoi on dit pas 70? Oui. Voilà. Bon. Donc lui, il appelle ça les années 70. Et il impose à tout le monde de vivre dans ces années-là. Donc, quand on entre chez lui, il n'y a plus de téléphone portable, on n'a plus de montre électronique, on a une vieille montre, la vieille machin, Oméga, de ce que vous voulez. On retourne dans le passé. Et on retourne, voilà. Donc, et il impose ça à sa famille. Bon, en plus, c'est un type absolument détestable, qui a un passé sulfureux, enfin, qui a joué un rôle durant le débarquement, la dernière guerre, pas très catholique. Et donc, c'est un type absolument détestable, hein, un vrai tyran. Mais les membres de sa famille, ils sont pas mieux. Ils sont soumis, mais ils sont pas mieux du tout. D'accord. Voilà. Et ça commence dans cette atmosphère-là, dans un manoir breton, où Langue sa mère tombe par hasard. Et évidemment, le type en question va lui dire, il est tellement détesté que on va probablement l'assassiner. Alors Langue sa mère, il dit, bon, assassiner à 101 ans, c'est pas trop grave, parce que normalement, la nature devrait s'en charger avant le criminel. Mais pour des raisons qu'on découvrira dans le livre, c'est pas la nature qui s'en charge. Et puis il y aura d'autres meurtres, évidemment, jusqu'à ce qu'on découvre la très étonnante vérité, comme il se doit dans un des derniers chapitres. Ah bah c'est génial. Jusqu'au bout. Voilà un beau synopsis. Et c'est un bouquin que je dirais par rapport aux autres, à ceux qui l'ont précédé, je dirais que j'en suis assez fier parce que
Alors, je ne sais pas ce qu'il va donner puisqu'il est tout juste en vente, mais j'en suis assez fier parce que j'ai beaucoup travaillé sur sa construction. Je trouve qu'il est mieux construit que les précédents. D'accord. Je dis pas qu'il est meilleur, je dis mieux construit dans la construction littéraire, dans la cohérence des chapitres, de l'intrigue. Voilà. Ok, voilà. Voilà, si on n'a pas envie d'acheter ça après tout ce que vous venez de dire, c'est que vraiment on n'aime pas le roman policier. C'est l'auteur qui parle aussi. Bon, ça serait mieux que ce soit un critique objectif. Allez, bon, j'en parlerai, tiens, dès que je vais le lire. Quand est-ce qu'il sort d'ailleurs? Parce que c'est incessant, non? Oui, il sort à la mi-novembre. D'accord. Bon, alors s'il sort à la mi-novembre, ça va être à peu près dans la diffusion de notre émission, donc ça sera parfait. Pile poil dedans. Ça sera parfait. Voilà, on va en parler sur les réseaux sociaux, les amis. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous, Jean-François, et j'espère qu'on rêver une meilleure promotion. Voilà, j'espère qu'on en aura d'autres. En tout cas, c'était Leçon de vie, et notre prochaine émission, on ne sait pas quand elle est. C'est le plaisir de cette émission, c'est qu'elle tombe par hasard. Merci Philippe, merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci Nordine, Nordine. pour la technique. À bientôt, les amis. À très bientôt.